Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes en direct sur Radio M pour un nouveau numéro du CPP, le Café Presse Politique. Un CPP qui se déroule exceptionnellement aujourd'hui, un samedi. Nous revenons évidemment à l'horaire habituel tous les mercredis à 18h en direct sur Radio M. Bonsoir à tous nos invités. C'est le grand retour de Abd Sharif et de Souheila Ben Ali. Voilà. C'est une coïncidence. Après une longue absence, ils reviennent en même temps. Bonsoir donc Abd Sharif. Bonsoir et c'est une vraie coïncidence. Bonsoir Tarek Hafid. Bonsoir. Ihsan Radi, bonsoir. Bonsoir. Souheila Ben Ali, bonsoir. Bonsoir. Akram Kharif, bonsoir. Bonsoir. La question habituelle, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Je commence par vous, Akram. Moi, c'est le piratage de Sonatrach par la NSA qui aurait duré 8 ans. Et c'est un énième acte de surveillance qui est fait de l'étranger. Et ça démontre la faiblesse de vision qu'on a ici et l'inexistence de stratégie, informatique ou autre. Souheila, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi, je vais être plus terre à terre. Ce qui m'a marqué cette semaine et encore très souvent, c'est les gens qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça va peut-être vous étonner, mais moi, je n'en peux plus de ça. Cette semaine encore, je suis tombée 2 fois sur des ambulances qui essayaient de se frayer un chemin sur la bande d'arrêt d'urgence et c'est tout simplement abominable. Il faut le préciser, les automobilistes ne comprennent pas qu'il ne faut pas rouler et qu'en roulant sur la bande d'arrêt d'urgence, vous pouvez contribuer à tuer des gens en empêchant les secours d'y accéder. Et Hassan Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Le retour de l'Algérie à l'endettement extérieur, 900 millions d'euros contractés auprès de la Banque africaine de développement. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une évolution importante. On ne connaît pas les mécanismes de ce prêt, mais on sait déjà qu'il y a un prêt de 900 millions d'euros. Ça vient en appui à la compétitivité dans le secteur de l'énergie. Je pense que ça va aider à développer le renouvelable. Moi, je pensais que vous alliez parler du film Snowden, qui vous a aussi marqué cette semaine. On a eu la chance tous les deux d'avoir vu le film. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'invite les 2 distributeurs de films étrangers en Algérie à nous le ramener parce que vraiment, il faudrait que tous les Algériens qui sont sur le web aillent regarder ce film. Excellent film. Qu'est-ce qui vous a marqué, Tarek Hafid, cette semaine? Alors, c'est l'Écho du Nord. C'est un journal gabonais dont tous les journalistes, le personnel a été pris par la police. Il y a eu une descente de police. En fait, ce journal avait signé un édito dans lequel il disait que à Monsieur Mohamed VI, en parlant du roi du Maroc, le Gabon n'est pas une province marocaine. D'accord. Voilà. Donc tout le monde s'est fait. Il n'y a pas qu'au Gabon où on embarque les journalistes, puisque le rédacteur en chef du journal turc Cumhuriyet est en prison depuis ce matin, ainsi que le caricaturiste principal de ce journal. C'est aussi une très mauvaise période pour les journalistes turcs. J'ajouterais que Facebook, Twitter, WhatsApp sont été filtrés par et le gouvernement n'a pas encore reconnu s'il avait fait sciemment ou pas, mais on devine évidemment. Abd Sharif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a été commissaire du SILA il y a quelques années. Et il venait de publier un livre juste avant. Et son livre a été interdit de vente au SILA. Et lui était commissaire du SILA. On ne peut pas avoir droit au nom de ce... Salah Shkiro. Salah Shkiro. Merci donc d'avoir précisé ce qui vous avait marqué chacun de votre côté cette semaine. On va commencer la première partie de ce CPP par le volet commémoratif et politique. Vous en aviez parlé sur les réseaux sociaux à Abd Sharif le 1er novembre. Vous avez voulu marquer cette date importante dans l'histoire de l'Algérie. Et on a remarqué une commémoration très politique avec notamment le président, les membres du gouvernement. Et Hassan Radi, première question, est-ce que le 1er novembre, est-ce que la commémoration est toujours
une arme entre les mains des autorités? Le 1er novembre est un moyen de rappeler quel est le point fondamental du récit national qui justifie la configuration du pouvoir politique algérien dans la durée. Évidemment, de le renouveler tous les ans, c'est important. De le renouveler avec faste, c'est important. Le 1er novembre a beaucoup aidé l'Algérie dans les moments les plus difficiles. Il a évidemment permis au FLN de rester plus longtemps que nécessaire au pouvoir, que nécessaire parce que le jeu démocratique n'a pas intervenu à temps. Il aurait dû intervenir au bout de 5, 6, 7, 8 ans d'indépendance. Mais en même temps, dans les moments difficiles, il faut toujours se rappeler que c'est quand même le nationalisme et ce mythe fondateur qu'est le 1er novembre qui a permis de résister au cœur des années 90 contre la poussée du salafisme, notamment dans sa version terroriste. Donc voilà, donc cette fonction-là existe toujours. Est-ce qu'elle va continuer à fonctionner dans l'avenir de la même manière? Moi, je pense que ça va se différencier. Les Algériens s'approprient l'événement et commencent de plus en plus à faire la part entre ce mythe fondateur et les gens qui l'utilisent pour rester au pouvoir. Abed Sherif, le pouvoir et le 1er novembre? Ça n'a plus aucun rapport. Il n'y a plus de rapport entre le pouvoir et le 1er novembre. Par contre, moi, ce qui me frappe, c'est depuis quelques années déjà, c'est la charge émotionnelle du 1er novembre reste intacte. La charge émotionnelle et symbolique, y compris chez les nouvelles générations, reste très très forte. Et dans le même temps, il y a une espèce de ne pas savoir exactement comment le commémorer. Parce que on ne sait pas quoi faire. On sait que c'est important, on sait que c'est quelque chose de géant, mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire le 1er novembre? On ne sait pas très bien. On n'est pas dans une continuité politique, dans un progrès politique qui permette de définir des pistes, des idées nouvelles. Et donc il y a une espèce de blocage qui est là chez les gens. Je parle chez les gens. Et comment expliquer le fait qu'on ne sache pas, comme vous venez de le dire, commémorer le 1er novembre? La parade du 1er novembre n'est pas annuelle, un an oui, un an non. Le feu d'artifice aussi, il n'est pas fixe. Comment expliquer cela? C'est le non-respect de la Constitution. La Constitution prévoit très clairement que le chef de l'État, le président de la République, préside aux cérémonies officielles. Et donc, une parade militaire du 1er novembre peut être considérée comme une cérémonie officielle. Le président ne peut pas y aller. Et donc, si vous voulez... Mais il n'y a pas de parade depuis longtemps. Il y a quelque chose... Voilà. Il y a un élément de blocage qui est fondamental, qui est le président de la République, et beaucoup de choses en découlent, et on ne se rend pas compte que ça découle de ça. Tarek, vous pensez aussi qu'il n'y a plus de lien direct aujourd'hui entre nos gouvernants et l'anniversaire de la Révolution? Je pense que toutes les occasions sont bonnes pour réaffirmer la présence on va dire, d'une certaine élite historique. Elle est là, elle se montre, on le voit maintenant avec Jamal Ould Abbas par exemple au FLN, il a eu l'occasion de dire voilà, moi-même ancien moudjahed, etc. Donc il y a cette élite politique qui date quand même des années 50 du siècle dernier, qui est présente, mais il y a aussi la charge émotionnelle, on peut le voir sur les réseaux sociaux. Moi j'ai vu des jeunes, des personnes plus jeunes que nous sur Twitter, sur Facebook, qui ont montré qu'effectivement, le 1er novembre est une date importante. Et concernant la parade, c'est vrai que ça pourrait être effectivement une occasion comme le 14 juillet, comme dans d'autres pays, 14 juillet en France ou dans d'autres pays, de montrer quand même que c'est une date très importante. Je me souviens qu'en 2005, il y avait une parade qui était prévue, une parade militaire qui avait été prévue, et qui avait été annulée. À cause du Maroc. À cause du Maroc. Donc c'était une période où il y avait quand même une certaine tension entre l'Algérie et le Maroc, et le président avait décidé de l'annuler. En signe de bonne volonté. En signe c'est-à-dire nous n'allons pas démontrer notre force militaire dans une période, un contexte aussi tendu. Voilà. Alors vous l'avez dit, Souheila Ben Ali, et on le constate, les jeunes s'identifient encore au 1er novembre. C'est une excellente chose. Bien sûr que c'est une excellente chose, mais parade, feu d'artifice, c'est formidable tout ça. Ce serait formidable et il en faut bien sûr. Mais je crois que la vraie question c'était est-ce que la date du 1er novembre, est-ce que le discours
le discours patriotique peut encore légitimer le pouvoir actuel et les pouvoirs à venir. Moi, je crois que oui, pour un bon moment encore, pour deux raisons. La première, c'est que depuis l'indépendance, on ne s'est pas construit une identité. On ne sait pas qui on est. On n'a pas de rêve commun. On ne sait pas où on va, ce qu'on veut. On n'a rien construit du tout. On n'a pas innové. On n'a pas créé. On n'a rien fait. Depuis l'indépendance et surtout après les années 90, on est devenu une société tellement homogène que ça n'intéresse plus personne, que c'est entre nous. On a oublié de s'ouvrir sur le monde. Résultat, qu'est-ce qui reste ? Il reste ce legs, il reste cet héritage qui est puissant et qui est tellement puissant aujourd'hui, même s'il est porté par le pire des pouvoirs. Je ne sais pas si c'est le pire des pouvoirs. D'ailleurs, ce serait un bon thème de CPP, ça. Mais voilà, ça c'est le premier élément. Je peux citer au passage pour illustrer ce que je viens de dire, Omdurman. On peut se rappeler ce qui s'est passé au Omdurman. On peut parler du match Algérie-Égypte quand l'Algérie a gagné ici en Algérie. Tout ce que ça avait provoqué, tout le monde était dehors. On était tous ensemble avec la police, avec tout le monde. Qui c'est qui s'en est sorti vainqueur finalement ? C'est bien le pouvoir. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas fait la distinction entre ces deux choses, eh bien, ce discours va continuer à apporter. Le deuxième élément, c'est que c'est la tendance générale. Ce discours est partout, il est présent partout dans le monde. On va parler des États-Unis tout à l'heure. Regardez un pays comme les États-Unis. Qui aurait pensé un jour que ce discours aujourd'hui reviendrait sur la scène politique où on l'avait pas vécu depuis 1828, si je me rappelle la date, depuis le président Jackson. Vous vous rendez compte un petit peu ? Regardez en France, le parti d'extrême droite et sa percée, jusqu'à ce que la classe politique aujourd'hui pense qu'il vaut mieux avoir l'extrême droite en deuxième tour face à la droite que les socialistes. Enfin, c'est un discours la Turquie, la Russie. Voilà, donc c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Et toutes les décisions qui seront prises par ces pays occidentaux, toutes ces décisions vont avoir forcément une conséquence sur le pouvoir algérien, sur nous aussi, et donc ce sera encore une carte, à mon avis, pour le pouvoir algérien et les pouvoirs qui arriveront après. Akram Khalif, selon vous, quelle est la meilleure manière aujourd'hui de célébrer le 1er novembre ? Bon, déjà, je ne pourrais pas parler du 1er novembre sans c'est une première chose. La seconde chose, en fait, je vais répondre à côté, comme toujours. Je dirais que le 1er novembre n'étant pas une fête de la victoire, le fait que ce soit si fort que ça parle tellement au peuple algérien, c'est aussi parce que ça a été la victoire de l'intelligence, la victoire d'une élite, la création d'une idée et son aboutissement après. Pourquoi les gens sont plus attirés par le 1er novembre que par le 5 juillet, qui est l'aboutissement de tout ça? C'est parce que il y a un caractère pur de la lutte pour l'indépendance, ce qui n'est pas le cas au 5 juillet. Moi, je voudrais quand même dire que le 1er novembre, il nous pose quand même un gros problème. Il est un marqueur politique qui a créé les années qui sont suivies. Quand les islamistes ont été bloqués dans le processus électoral, ils ont pensé au maquis. Parce que dans notre imaginaire collectif, c'est le maquis qui apporte la réponse. Et si le maquis apporte la réponse, c'est parce que du temps du colonialisme, il n'a pas été possible de construire une émancipation nationale autrement que par les armes. Le mécanisme des élections, la première dévalorisation des élections, c'est pas en réalité dans le vécu collectif algérien, c'est pas les élections de 91-92, c'est les élections de Naguelen en 48, c'est les élections qui ont suivi en 52, etc. Donc, quelque part, le fait qu'une frange du PPA-MTLD était obligée de recourir à la lutte armée, de manière extrêmement minoritaire, il faut bien se rappeler quand même. Même les centralistes n'étaient pas dans le secret du déclenchement. Ils étaient même opposés. Je ne parle pas des autres courants du mouvement national, le MTLD le MTLD, les Ulema et l'UDMA. Le Parti communiste aussi. On peut le considérer comme étant. Ils étaient pas. Donc,
ça nous a un peu déterminé l'identité politique des années qui ont suivi, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, les urnes ne sont pas encore réhabilitées. Ce qui s'est passé depuis l'indépendance n'est pas. C'est un peu dommage. On a un grand mythe, mais c'est un mythe qui, du point de vue de la modernité politique, est devenu encombrant. Donc pour vous, ça reste un mythe de la légitimité historique, toujours en vigueur à Abdchalef? Non, pas uniquement. La meilleure manière de célébrer le 1er novembre, c'est d'accomplir ce qui était le projet du 1er novembre. Il y avait 3 grands objectifs. Restaurer l'État algérien, c'est fait. Démocratique et social, c'est pas encore fait. Dans un idéal maghrébin, c'est pas encore fait. C'est ça. Célébrer le 1er novembre aujourd'hui, c'est faire des élections démocratiques et aller à une construction maghrébine. Vous êtes d'accord? Oui. C'est ça, les idéaux du 1er novembre. Aucun de ces idéaux n'a été réalisé à part la restauration de l'État algérien, selon vous. Ce n'est pas rien. L'éducation, la santé. Non, quand même, on peut considérer l'État algérien semi-démocratique. Enfin, les choses ont avancé. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette commémoration. Par exemple, Hafez en a parlé tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Cette gêne vis-à-vis du 1er novembre. Alors, quand quelqu'un publie un post concernant le 1er novembre, dans les commentaires, tu as un tiers, la moitié, qui disent « Oui, mais les voleurs ont pris le pouvoir, etc. » Y compris, moi ça me gêne qu'on parle de ça dans le 1er novembre. Je vais vous raconter une petite histoire avec mon ami Lakhdar Bourga, qui n'aura jamais une occasion de tomber sur le pouvoir. On a passé 3 ans à discuter sur un truc que j'ai appelé Shahr al-Haram. Je lui ai demandé du 15 octobre au 15 novembre ne pas parler des choses internes qui ne vont pas. Pensez à la grandeur de novembre, aux gens qui ont fait novembre, avoir une pensée positive, exclusivement positive, au moins pour ce mois, parce que nous passons notre temps à dénigrer ce qui se fait, à juste titre, de mon point de vue, mais ça n'empêche que le 1er novembre a eu des résultats grandioses. On ne se rend pas compte que les indépendances des pays africains, c'est en grande partie selon le président Bouteflika, et c'est en partie le résultat direct de la guerre de libération en Algérie. Cette guerre, le 1er novembre, c'est pas uniquement l'Algérie, ça a déclenché un mouvement de l'histoire. Il y a eu des gens, Heather Trudeau, le premier du Canada, qui est en train de faire fureur. Son père a été formé politiquement grâce à la guerre d'Algérie. Alors vous prenez Olof Palme, toute une génération européenne s'est formée à la politique grâce à la guerre d'Algérie. C'est quelque chose de plus grand que nous. Et le reproche qu'on peut adresser aux gens qui ont fait novembre, c'est que le 1er novembre a atteint une dimension qui nous dépasse très largement. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'être à la hauteur. Il faut faire ce constat tout simplement. Bachir Khaldoun, ancien chargé de la formation FLN, ancien ambassadeur, avait dit un jour la révolution ne prend pas fin par l'indépendance. Est-ce que le 1er novembre continue encore? Est-ce qu'on est encore dans la révolution? Comme on est dans le 4e mandat, est-ce qu'on est encore dans la révolution du 1er novembre? Voilà, il faut donner du contenu à ce que disait Bachir Khaldoun. Le contenu au 1er novembre qui continue. Aujourd'hui, ça signifie quoi? J'en ai parlé il y a 5 minutes, c'est aller à la concrétisation de ce qui a été énoncé dans la déclaration du 1er novembre. C'est écrit noir sur blanc. La transition est toute faite. Quand on parle de 1er novembre, on parle de Abdelaziz Bouteflika, donc le président de la République, qui a pris part, mais très discrètement, à ces commémorations du 1er novembre 54. On a parlé en son nom, Jamal Ould Abbas, le nouveau secrétaire général du FLN, fraîchement élu à la tête du FLN, fraîchement installé, mais pas frais lui-même, installé à la tête du FLN, a parlé au nom du président et dit que le président serait le candidat naturel en 2019 et qu'il allait bientôt marcher. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il est médecin. Oui, non, il n'a pas parlé en tant que médecin, je pense. Oui. Même ça, c'est pas sûr. Il y a beaucoup de doutes sur cela, absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que ça ne peut être que de l'excès de zèle, et puis
Quand il dit il va bientôt marcher, c'est-à-dire qu'il va aller beaucoup mieux, ça signifie qu'il était mal. Ça signifie que c'est un président qui a été élu sur la base d'un certificat médical qui a été contrefait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se mettre debout. Ça veut dire qu'il va se mettre debout. Oui, mais ça veut dire que Ould Abbas, en fait, c'est du Ould Abbas, va gérer le FLN à travers des petites sorties comme ça, qui vont, à mon sens, beaucoup plus mettre mal à l'aise le clan présidentiel que dans cette gestion du parti. Mais ce sont des propos qui mettent moins mal à l'aise que ceux de Ammar Saadani. C'est une autre façon de gérer, c'est une autre façon de communiquer. Est-ce que je on laisse Abed, il a été le premier à réagir. On laisse Abed monopoliser la parole. Opposé à ce que je viens d'entendre ce soir. Pourquoi? Moi, je vois des choses se mettre en place pour le 5e mandat. Ça, c'était l'émission de la semaine dernière. Voilà. Les choses se mettent en place, pas à pas. Et est-ce que vous pensez vraiment que les choses... Jamel Ould Abbas, oui. Allez, on va dire les choses brutalement, n'existe pas. Il exprime, c'est la voix d'un projet qui se met en place progressivement. Pour moi, c'est limpide. Il y a certaines choses qui se sont passées depuis un an auxquelles on n'arrivait pas à trouver des réponses très, très claires. Et si on admet cette logique du 5e mandat, on va se rendre compte que tout devient cohérent. Ça va se faire par petites touches jusqu'à ce que la candidature du président Bouteflika devienne naturelle. Et d'après vous, ce processus a commencé quand? Ce processus de préparation du 5e mandat? Quand le président commençait à se sentir mieux? Ou avant ou... Oui. Bon. Je demandais quelle était la question. Tourne un peu de ce côté-là. Ou là à côté. Je rigole. Non mais. Un élément de réponse, oui, là, sur ça? Oui, le 5e mandat. Je crois que Jamel Ould Abbas ne sait pas vraiment grand-chose sur ce qui va devenir demain ou après-demain. Il suppose que le président, il essaye de se préparer au fait que le président aille mieux, et surtout il veut mettre un terme à toutes les manipulations qu'il y a aujourd'hui autour pour prendre la place du président de la République. Tous ceux qui ont l'ambition de devenir chef d'État un jour, voilà, c'est une manière de leur dire attendez, le président est encore là. Il est toujours là, et donc tant qu'il est là, c'est lui qui ira jusqu'au bout. Et le fait que on peut lier ça avec le départ de Saïdani, si Saïdani est parti, il est parti aussi avec toutes les idées qu'il y avait autour. Saïdani n'avait jamais parlé du président de la République de la sorte, et donc il emporte avec lui un clan. Et il y a Jamel Ould Abbas qui arrive et qui représente aussi une autre forme de pouvoir, un autre clan, qui est celui du président de la République aujourd'hui. Enfin, je pense, ça c'est une lecture, elle tient ou elle tient pas, mais je ne pense pas que Jamel Ould Abbas soit au courant de la santé du président de la République, de ses ambitions. J'ai exprimé un point de vue sur cette question la semaine dernière au CPP. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je crois pas une seule seconde que l'agenda qui est en train de faire bouger les lignes, ce soit celui du 5e mandat. Pas une seconde. Je pense que il faut être sérieux. Il faut être sérieux avec ce genre de questions. Le pouvoir a fort à faire dans le temps présent. Le pouvoir a 2 années extrêmement difficiles qui l'attendent. 2017-2018. Il se promet de revenir à l'équilibre budgétaire en 2019, mais d'ici là, il y a beaucoup d'eau qui peut couler sous les ponts. Le pouvoir ne peut pas se permettre de laisser en liberté des éléments chrysogènes comme Saïdani, qui est un élément qui crée de l'entropie, qui crée de la namima, et il en a déjà fait beaucoup. Et le pouvoir, comme dans toutes les situations semi-autocratiques ou autocratiques comme celle de l'Algérie, se recentre sur ces hommes forts au moment où ils sont qu'il faut faire face à une situation de ce type-là. De mon point de vue, c'est ce qui est en train de se faire, et ça correspond à un moment où Bouteflika se sent mieux. C'est possible de le faire, peut-être qu'il voulait le faire il y a 6 mois, il n'en avait pas l'énergie, pas les moyens. Aujourd'hui, il se sent mieux, donc il essaie de reprendre les choses en main. Mais je pense que le premier agenda qui guide ce qui est en train de se passer est un agenda pour faire face à la situation politique sur les 2 prochaines années. On aura le temps de parler du 5e mandat au dernier trimestre ou au dernier semestre de 2018, quand on sera à 9 mois de l'élection présidentielle. Donc, voilà. Tout est lié, on peut le dire, à l'état de santé du président, à son évolution. Oui, mais d'ici là, il faut que les choses, il faut tenir la baraque.
D'ici là, il faut tenir la baraque. Et l'Algérie va devenir de plus en plus turbulente. Est-ce que vous pensez que Jamal Ould Abbas est la bonne personne, même si Abed Sharaf dit que Jamal Ould Abbas n'existe pas? Est-ce que vous pensez qu'il n'existe pas? Il diffuse déjà de la cohésion. Il essaie de diffuser de la cohésion. Il a reparlé avec Abdelaziz Belkhadem. Il accepte de parler avec la tendance Belayat. Il essaye de redonner un peu de cohésion à un parti qui était un champ de bataille jusqu'à maintenant. À une grosse machine électorale dont on va avoir besoin. Le fait de dire que le président va remarcher c'est voilà, vraiment en 2014, Ammar Abdelnous a dit que le président ne réfléchissait pas avec les pieds. En 2016, Jamal Ould Abbas dit que le président va marcher. Voilà. Alors quel est le bon discours selon vous? C'est absurde. C'est-à-dire que c'est même plus de la politique. C'est devenu n'importe quoi. On peut pas dire d'une personne qui a été terrassé par un AVC, qui a été réélu en 2014, on ne sait pas trop comment. Cette personne va remarcher dans quelques mois. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il est en train de parler d'un enfant, d'un bébé. En fait, on a besoin que Bouteflika parle. Il peut ne pas marcher, mais il a besoin de s'adresser le pouvoir politique a besoin que Bouteflika s'adresse aux Algériens, qui leur disent pourquoi la loi de finances va réduire leur pouvoir, leur niveau de vie, pourquoi les années qui viennent vont être difficiles, et quel est le cap qu'il leur propose après. C'est pour ça que Abbas peut dire que le président ne peut que remarcher. Et en même temps, tout le monde a besoin. Est-ce que le seul qui peut unifier à nouveau le FLN, c'est bien le président de la République. Il est président tout le monde se tait à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est aussi un discours qui va permettre d'unifier à nouveau tout le monde, parce qu'on a besoin du FLN. On a besoin d'une grosse machine électorale. Abed Sharaf, vous voulez ajouter quelque chose? C'est une remarque très personnelle. Hussein n'est pas d'accord, ça me rassure. Hussein dit que le président Bouteflika doit s'adresser aux Algériens parce qu'il y a des problèmes politiques, etc. Bon. 2014, il a été réélu sans faire un seul discours. Il ne s'est pas adressé aux Algériens. Donc, on a fait campagne pour lui. Et il n'a pas besoin de parler. La difficulté avec Hussein, c'est que il regarde les choses comme lui pense qu'elles devraient se passer ou comment on devrait les résoudre. Le président Bouteflika n'est pas dans un souci de faire face aux problèmes politiques. C'est quelqu'un qui est attaché ou qui est dans le seul point de fixation, c'est le pouvoir au sens le pouvoir pur. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Ce qui se fait à côté, avec, contre, tout ça, comment ça ne l'intéresse pas. C'est le pouvoir. Et lui, il met sa propre démarche, c'est sa propre logique qui est en œuvre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre la logique qu'il est en train de mettre en place. Pas ce qu'on souhaiterait, c'est autre chose. Évidemment, c'est pas ça. Il n'a pas les mêmes soucis que nous. Hassan, vous n'êtes pas d'accord? Non. Il nous reste une minute. Il y a eu le printemps arabe depuis ces années-là. On a vu que des présidents qui pensaient être éternels comme Ben Ali, comme Moubarak, parce qu'ils n'ont pas géré ils ont pas anticipé ce que Abed Sharaf pense être mes desiderata. Moi, que les Algériens deviennent plus turbulents au sens où ils bougent et redeviennent des acteurs politiques, c'est pas un désir comme ça suranné. C'est la réalité de l'évolution de la situation. Il y a une grève qui va revenir encore sur la retraite anticipée. Est-ce que le pouvoir l'a prévu? Et il y en aura d'autres sur d'autres éléments. Est-ce que le pouvoir l'a programmé? Il faut arrêter. Il y a des agendas qui ne sont pas que ceux qui se passent dans la tête de Bouteflika et le ricochet taham dans ma tête avec mes desiderata. Merci à tous pour cette première partie consacrée au volet politique. Le CPP revient dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Et bonsoir à tous, Souhila Ben Ali et moi discutons de nos belles années à la radio Algérie Internationale en 2008 et en 2009. Retour à la deuxième partie du Café Presse Politique
L'actualité cette semaine, évidemment, elle est marocaine, incontestablement, avec ce jeune vendeur de poissons, Mohsen Fekri, à qui on a saisi sa marchandise. Il a essayé de la récupérer et il est mort happé par une benne à ordures à Al-Hoceima. C'était le 28 octobre dernier. Un événement tragique qui a provoqué des manifestations dans tout le royaume, dans plus de 20 villes. Des milliers de Marocains sont sortis dans la rue. Beaucoup de médias marocains étrangers ont parlé du printemps arabe parce qu'on a toujours dit que le Maroc et l'Algérie n'avaient pas été touchés par le printemps arabe. Est-ce que c'est le début de la fin de cette stabilité, selon vous, qui a toujours caractérisé ces deux pays, le Maroc et l'Algérie? Abou Tcharf. On est d'abord frappé par la similitude avec Bouazizi. En Tunisie en 2010, décembre. Donc, un drame, avec quand même quelques petites différences. Et ce qui se passe aujourd'hui au Maroc donne l'impression que l'événement en lui-même est d'une charge symbolique très très forte. C'est plus fort que Bouazizi. Là, on dit au petit peuple, vous êtes des déchets, vous êtes bons pour la benne à ordures, la décharge publique. C'est-à-dire, même si on avait délibérément monté un scénario, on n'aurait pas fait un truc aussi fort. Maintenant, sur les conséquences politiques, ça change. La semaine passée, on parlait du Maroc comme un pays qui ronronne. Et on se demandait d'où pouvait venir le grain de sel qui changerait les choses. Là, il vient d'un fonctionnement, d'un système politique qui nous montre un peu comment fonctionne le Maroc. Les services de sécurité au Maroc ont pratiquement carte blanche sur tous les secteurs, avec l'obligation, la contrepartie, c'est qu'ils sont aux ordres quoi qu'on leur demande. Ils font tout ce qu'on leur demande. Et là, ils sont allés trop loin. Visiblement, ils sont allés trop loin. Est-ce que le Maroc sera capable de réagir pour rebondir après ça? Ou bien est-ce qu'ils auront une gestion aussi mauvaise que d'autres, que l'Égypte? Alors vous avez dit que l'accident meurtrier d'El Hoceima ressemblait beaucoup à celui de Sidi Bouzid. Pour l'instant, ce ne sont pas les mêmes conséquences, même s'il y a eu beaucoup de manifestations. Est-ce que le Maroc échappe, selon vous, à une révolte identique à celle qui s'est déroulée en Tunisie? Les mêmes conséquences qu'en Tunisie. En Tunisie, ça a commencé, c'est des manifestations de rue qui ont pris de l'ampleur, qui ont pris de l'envergure et qui ont abouti à une seule issue, c'était le départ du président Ben Ali. Au Maroc, est-ce que ça va je pense pas que ça... c'est la question. Est-ce que ça va? Ça n'ira pas jusqu'à la remise en cause de la monarchie. De mon point de vue, c'est exclu. Maintenant, qu'est-ce que ça va provoquer comme bouleversement interne? Ça reste ouvert. Ça reste ouvert à toutes les éventualités. Alors, qui pense que le Maroc peut échapper au scénario tunisien et qui pense le contraire? Moi, je suis certain que c'est une situation qui va... être maîtrisée? Oui, bien sûr qu'il va être maîtrisé. Ce n'est pas un vendeur de poissons qui va faire chuter la monarchie au Maroc. C'est un marchand ambulant qui a fait chuter Ben Ali en Tunisie. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le roi a déclenché une enquête. C'est-à-dire que le roi intervient comme le sauveur, comme étant Zorro, comme étant la personne qui va rétablir la situation, même s'il y a encore des manifestations, ce sont généralement des manifestations pacifiques, c'est-à-dire il n'y a pas de casse, il n'y a pas... Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on sort dernièrement d'une élection législative, donc avec... relativement correct. Relativement correct. Relativement correct. Étrangers, oui. Même si, dans l'absolu, le parti au pouvoir, donc qui tient le PJD, n'a pas la maîtrise sur les services de sécurité. Ce qui s'est passé après, c'est une gestion classique d'une crise imprévue. Donc c'est de la gestion politique et de la com, le roi qui fait faire une enquête, etc. N'importe quel bureau de communication aurait suggéré ces démarches. Maintenant, Ben Ali en Tunisie, de mon point de vue, n'était pas aussi légitime
que l'est le roi au Maroc. Là, il y a une différence fondamentale. Le départ de Ben Ali était envisageable pour les Tunisiens. Le départ, la chute de la monarchie au Maroc n'est pas envisageable. Donc, ça va se faire les solutions qui vont être apportées vont être recherchées dans le cadre du système actuel, y compris par des aménagements du système actuel, mais je ne pense pas que ça ira jusqu'à la chute de la monarchie. Avant de passer à Sohila Ben Ali, pourquoi vous pensez que avant de passer à Sohila, j'ai une question. Pourquoi vous pensez que le président Ben Ali est moins légitime que le roi du Maroc? Où est la légitimité? Parce qu'il est arrivé par un putsch, pas par Pour quelle raison? une filiation de plusieurs centaines d'années. Il est arrivé successivement à un président qui était mourant. Il a pris une place vacante. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que au Maroc, les gens qui protestent ne remettent pas en cause la monarchie. Ils déplorent ou ils dénoncent un fonctionnement qui n'est pas bon. Par contre, en Tunisie, le départ de Ben Ali était souhaité, demandé, exigé par une frange de la société marocaine. C'est important, tunisienne, je ne sais pas dans quelle proportion, mais il était fortement contesté. Il n'y a qu'à voir les manifestations, qu'est-ce qui scande? Il n'y a aucun moment on parle du roi, ou on parle d'une remise en cause de la monarchie, ou du pouvoir. On parle de hagra, on parle d'injustice, on parle de corruption. Alors pour le roi, ça va être facile. Il est impensable qu'on puisse couper la tête du roi. C'est impensable, tout simplement impensable, parce qu'il y a un héritage et parce qu'il y a une tradition et parce que les Marocains aiment. De cette éventualité. Mais il y a aussi une bonne partie des Marocains, si ce n'est la majorité, je ne sais pas, mais je sais que les Marocains aiment leur roi. Ils l'aiment et ils l'apprécient. Moi, j'ai discuté très souvent avec des Marocains qui sont de castes différentes, et je peux vous dire qu'il y a qui l'apprécient. Ils l'apprécient même beaucoup. Bon, pour certains, je parle d'amour, mais bon. Et par contre, ce qui va se passer, puisqu'il y a une enquête qui a été demandée par le roi, on va couper d'autres têtes, on va toucher à l'administration, on peut même on va même toucher au service de sécurité. C'est facile, ça va être très facile. Et puis voilà, il y a ce mouvement du 20 février qui a existé avant et qui pourrait éventuellement... Mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et qui pourrait peut-être, parce que c'est le débat qui est tenu aujourd'hui au Maroc et ailleurs, notamment dans les rédactions étrangères, je dirais françaises entre guillemets, et qui parle de ce mouvement du 20 février qui peut être rallumé par ce qui vient de se passer. Mais moi, j'y crois absolument pas. Je pense parfaitement capable, la monarchie actuelle, de faire taire un mouvement de contestation parce qu'il n'a pas de soutien solide. C'est un projet de retour à la chaîne 3, à mon avis, on te pardonnera Radio M, mais on te pardonnera moins les Marocains qui aiment leur roi. Absolument. Mais je ne suis pas marocain. Ça donne juste une idée sur ces fréquentations marocaines. Il y a un petit précédent. Vous n'aimez pas voir la réalité. Il y a un petit précédent. Avant de te donner la parole, il y a un petit précédent. On dit on peut pas faire tomber un royaume. Il y a eu le précédent du Shah d'Iran qui était empereur d'Iran. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'engager dans cette discussion. C'est encore une fois, on est l'année prochaine, en mois de février, c'est bientôt. En fait, peut-être que tout le monde ne voudra pas le fêter avec moi, la chute, février 1917, du tsar de Russie, qui ouvre une nouvelle période historique de l'humanité. Voilà. C'est un empereur qui est tombé. Moi, ce qui me frappe, c'est la difficulté à générer des modèles gagnants, des modèles fiables au Maghreb et d'une certaine façon dans les pays émergents. J'ai tendance aussi à penser au Brésil qui était pas très longtemps un modèle, mais beaucoup plus précaire, les modèles marocains et tunisiens, des modèles qui ont été survendus. On l'a dit, on a parlé des élections. Il y a une survente qui à un moment ou à un autre, on la paye. Les Tunisiens pour leur dynamisme, leur réussite, Ben Ali, machin, bon, on a vu ce qui s'est arrivé. Le Maroc aussi, c'est très survendu. Le modèle d'attraction des IDE fonctionne bien, mais ça a du mal à générer une économie autre que duale, c'est-à-dire avec des élites qui vivent très bien, qui vivent à Casa ou à Rabat aux standards européens, et à l'autre bout quand même une population qui n'intègre pas aussi facilement les classes moyennes. Cette difficulté à générer des modèles de ce type gagnants, moi, me pose problème parce que ça nous interpelle, nous aussi, en Algérie. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on trouve notre modèle hors
hydrocarbures. Et vous me tendez la perche. Hors hydrocarbures. Et il faudrait voir et apprendre des erreurs de ces deux et des fragilités de ces deux modèles. Le cœur du problème de ce jeune qui a été assassiné, parce que c'est un assassinat, il n'a pas été happé par un camion poubelle, il a été écrasé sur l'ordre d'un prisonnier qui a dit au chauffeur Tanmo. Ce qui est très très grave. Ça c'est pas confirmé encore. Non, il y a une vidéo. Oui, mais la photo le montre happé dans la benne. On le voit pas sous le camion, c'est ça? Non, il est écrasé par la benne. Oui, voilà, écrasé par la benne, exactement. Et le cœur du problème n'est même pas ce meurtre. Le cœur du problème est que les licences de pêche au Maroc sont accordées aux généraux. C'est ça. Et que ces généraux, ayant leur licence de pêche, vendent de la marchandise qui est censée ne pas être vendue à des gens qui sont saisis juste après. C'est ça le vrai cœur du problème. C'est la démonstration de l'impossibilité du modèle marocain. Ce qui se passe au Maroc. Le Maroc a fonctionné, le Maroc et la Tunisie ont eu des fonctionnements largement similaires pendant, on va dire, 2 décennies. Ils ont survendu, comme l'a dit Hassan, un modèle dans lequel on a beaucoup misé sur des élites. Et ces élites, au Maroc, c'est impressionnant. C'est des gens qui sont qui ont fait des études de post-graduation, ils sont modernes, ils savent se tenir dans les salons, et ils sont les vis-à-vis des étrangers. Ces gens-là ont essayé, ou ils ont joué un rôle de classe moyenne, donc qui contient un petit peu les vagues qui viennent d'en bas. En Tunisie, c'était exactement le même modèle. Le problème, c'est que l'ascenseur social n'a pas suffisamment fonctionné pour ceux qui étaient en bas, qui sont nombreux, qui restent très nombreux. Jusqu'à une période récente, la volonté de franchir, de monter dans l'échelle sociale était modeste au Maroc et en Tunisie. L'objectif pour un père, c'est d'envoyer ses enfants à l'école, c'est de gagner un peu plus. Et là, l'explosion de l'information, la possibilité d'accéder à des choses nouvelles, à des idées nouvelles, fait que ce pays, avec des aspirations, disons, modestes, est en train de changer. Et les gens en veulent de plus en plus. Je dirais que la différence, il y en a d'autres, mais une des différences, c'est qu'en Tunisie, il y a 2 limitateurs du modèle, de contraintes sur le modèle. C'est la prédation du pouvoir. Au Maroc, c'est la famille royale, le roi du Maroc et l'homme le plus riche du Maroc. Il est surpuissant. Les scandales Wikileaks l'ont montré encore une fois. En Tunisie, c'était le clan Trabelsi, de Leila Trabelsi. Et ça pouvait pas passer. C'était une roturière qui, pour les Tunisiens, c'est pas de la misogynie, mais à un moment donné, ça a alimenté la colère populaire. Au Maroc, c'est beaucoup plus difficile. Il y a le respect de l'institution monarchique et il y a aussi la peur. Il y a aussi la peur. Je pense que la grande différence entre le Maroc et la Tunisie, et puis même l'Algérie, c'est qu'au Maroc, il est peu probable que les choses changent même dans 10, 15, 20, 30 ans, parce que les Marocains se considèrent comme sujets, les Algériens, les Tunisiens se considèrent comme citoyens. Je pense que la grande différence, elle est quand même là. La différence est dans l'état d'esprit même des habitants de cette en Grande-Bretagne aussi, les Britanniques sont sujets de la reine. Est-ce qu'ils vivent aussi mal? Est-ce que ce ne sont pas des citoyens à part entière? C'est quand même une monarchie parlementaire. C'est quand même très différent avec ce qui se passe au Maroc. Je voulais juste ajouter quelque chose. Le printemps arabe est passé aussi par le Maroc et l'Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Il est passé. Il n'a pas donné les mêmes conséquences. Là où il y avait des régimes autoritaires très très fermés, Tunisie, Égypte, je parle pas de la Libye, c'est tombé. Au Maroc et en Algérie, il y a un mécanisme d'amortisseur qui a fonctionné. C'est une forme d'ouverture de multipartisme, partis politiques, liberté de la presse, etc., qui a aidé. Mais il y a eu quand même des avancées. Le mouvement du 20 février, qui a fait changer la Constitution. L'alternance, qui fait que les islamistes sont arrivés au pouvoir, qui dirigent le gouvernement. Ce sont ces acquis-là qui protègent aujourd'hui l'institution monarchique. C'est l'ouverture démocratique limitée qui protège l'institution monarchique. Et donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le problème avec les régimes en place, c'est que ils ne sont pas capables d'avancer ou là de faire de la prospection et d'anticiper les choses. Ils ont du talent,
Ils ont une certaine force pour amortir les chocs et tenter d'apporter des réponses conjoncturelles, mais pas dans le sens de gérer le pays. C'est dans le sens de préserver le pouvoir, se préserver, faire qu'il y ait le moins de dégâts possible. Et cela me pousse à poser la dernière question sur la partie marocaine. Les Algériens les autorités algériennes qui ont suivi de très près l'évolution de la situation en Tunisie, en Libye, en Égypte, comment est-ce que les autorités, le gouvernement algérien, selon vous, a suivi l'actualité marocaine? Est-ce qu'ils ont eu peur que ça puisse se dérouler ici? Est-ce qu'à chaque fois que ça bouge chez nos voisins, ça fait trembler nos dirigeants, selon vous? Non, parce que un pays comme l'Algérie, un pouvoir comme l'Algérie, sait très bien ce qui se passe à ses frontières. Vous savez, même si les services de sécurité ont changé, ça Akram peut le dire, même si on sait très bien comment ça fonctionne et on sait à quel moment est-ce qu'on peut se poser des questions. Ce qui s'est passé au Maroc ne fait absolument pas, je ne pense pas que ça fasse. Il n'y a pas de continuité populaire entre les... Et il n'y a pas de continuité populaire, ça c'est encore autre chose. J'ai perdu le fil. Tant mieux. Alors, cela nous amène. C'est la meilleure réflexion de la journée. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai oublié. Je voulais dire. Je voulais dire. J'ai perdu le fil, mais par contre, je me suis rappelé une chose importante. On parlait de l'élite tout à l'heure marocaine. On peut pas en vouloir au Maroc d'avoir une élite ou s'étonner d'avoir une élite. Tout est organisé pour. Vous savez que il y a plus d'Algériens qui partent faire leurs études à l'étranger que les Marocains. Ça, c'est les chiffres qui le disent. Il y en a beaucoup plus qui arrivent à un niveau important. Ensuite, la sélection se fait à un niveau de grandes écoles. C'est là qu'on ne retrouve plus les Algériens et c'est là que les Tunisiens sont absents aussi. Un peu moins que les Algériens. Et donc, c'est quelque chose de palpable. Cette élite, elle garde un lien avec le pays. Et le réseau est en place et il est intact. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que les intérêts sont maintenus. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On doit conclure dans quelques minutes. Nous sommes à 3 jours de l'élection présidentielle la plus regardée dans le monde. C'est l'élection présidentielle américaine avec environ 8 candidats, mais 2 candidats principaux évidemment. Hillary Clinton pour le Parti démocrate et Donald Trump pour le camp républicain. Que vous inspire cette élection? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura du suspense ce mardi, ou est-ce qu'on veut nous vendre du suspense? Le spécialiste des sondages au CPP, c'est qui? Le spécialiste des États-Unis. Moi, ce que je note, c'est que on nous présente Trump comme le diable. C'est le diable. Si on lit l'histoire des 2 principaux candidats et leur programme, on aboutit rapidement à une constatation évidente, c'est que Hillary Clinton est un pur produit du système américain. Trump a tout l'appareil américain contre l'appareil politique contre lui. L'establishment contre lui. Voilà. Et donc, il s'est imposé contre les appareils politiques. Du coup, il y a une espèce de crainte. Cet homme est un étranger. Le système sent une espèce de menace. Je ne pense pas qu'il représentera une menace quand il sera président. Il va faire comme les autres, à quelques nuances près. C'est ça. Mais ce qui est fondamental, c'est que nous sommes convaincus que c'est le diable. Or, le bilan guerrier de Hillary Clinton et ses projets guerriers sont, de mon point de vue, beaucoup plus fort que ceux de Trump. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Yassan Qadi n'est pas d'accord avec vous. Yassan n'est pas d'accord avec vous. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. La secrétaire d'État, pendant le premier mandat de Obama, a participé à un processus historique de désescalade des États-Unis sur les théâtres mondiaux. Les États-Unis ont quitté l'Irak avec Madame Clinton comme secrétaire d'État, ont réduit leur présence au Moyen-Orient, n'ont pas intervenu en Syrie, ont quitté quasiment l'Afghanistan, etc. Tout ce processus s'est fait, c'était la feuille de route de Obama qu'a exécuté Clinton. Il faut arrêter de parler de... Elle est sioniste, elle est pro-sioniste, ça on le sait, mais aujourd'hui il faut faire la balance. Moi, ce que je retiens des élections américaines, c'est qu'il y a une grande remontée des nationalismes,
fasciste par certains côtés. En Europe, on aura un deuxième tour où il y aura Madame Le Pen, c'est clair. Il y a eu le Brexit qui est l'expression d'un repli britannique extrêmement dangereux sur soi. Et aux États-Unis, le suspense, il est pas fabriqué. Il existe réellement. Il existe réellement, et on va se tenir un peu le ventre quand même cette nuit du 8 au 9. Jusqu'à 4 heures du matin, heure algérienne. C'est vraiment ça. Attends. Je vois pas en quoi Abd se trompe. On nous vend un Trump diabolique. On nous le vend. Et rien ne dit qu'il est diabolique. Alors, c'est exact. S'il te plaît, Abed. Marine Le Pen, est-ce qu'on nous la vend comme Trump est similaire? Voilà, la question c'est. On va laisser Sohila répondre, s'il vous plaît. Sohila. Comment je sais pas, c'est un peu comme si Trump allait être élu. La question c'est quelles sont les chances la chance des uns et des autres. Enfin, j'allais pas répondre à cette question. Je voulais juste dire que c'est ça qui rend ces élections intéressantes. Moi, je ne les suis pas à travers les personnages, mais je les suivis à travers ce qu'elles provoquent comme changement dans le système américain. On se retrouve face, et c'est pour la première fois, je le disais tout à l'heure, face à des candidats qui sont anti-système. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez un Trump que l'on connaît, vous avez un Sanders qui veut mettre fin au lobby, qui veut mettre un terme à l'oligarchie. Vous avez une candidate dont on parle pas suffisamment, une candidate des Verts, le Green Party, je me souviens pas de son nom, qui elle a toujours été là, mais mais on en parle suffisamment pas parce qu'il y a aussi le lobby de la presse. La presse, ce sont des entreprises là-bas. On peut parler de liberté, on peut parler de démocratie. Donc, est-ce qu'il y aura du suspense selon vous? Attends, laisse-moi terminer. Ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant ce qui se passe. Ce sont des gens qui veulent remettre en cause des fondamentaux aux États-Unis, remettre en cause la présence militaire ailleurs, dans les pays que l'on connaît, mettre un terme de 2000 km entre le Mexique et les États-Unis. Ça c'est Trump. Mettre un terme au lobby sioniste, ça c'est Sanders qui en parle. Tout ça fait que non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un discours nouveau. C'est un discours nouveau, de un. Et de deux, le deuxième élément qui est intéressant à relever, c'est que ça peut être un débat. C'est énorme de dire ça. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Sanders n'est pas dans l'élection. Sanders soutient Clinton. Il faut peut-être le dire. Si Sanders va probablement soutenir Clinton. Bien sûr, c'est un démocrate. Peut-être même secrétaire d'État. Peut-être, ce n'est pas sûr. Oui, mais bien sûr. Après le jeu politique. En cas d'élection. Voilà, le jeu va se faire. Le deuxième élément que je voulais, parce qu'on n'en est pas là encore. Le deuxième élément qui est intéressant, à la limite, on s'en fiche, qui va être élu. Après, c'est le regard algérien. Attendez, laissez-moi terminer. Le deuxième élément, pour nous, les journalistes, la lecture. Je crois que tu as parlé plus que moi. Le deuxième élément, c'est que peut-être que demain on parlera on parlera plus des républicains et des démocrates. C'est possible. Regardez ce qu'il a provoqué, quelqu'un comme Trump, ce qu'il a provoqué dans le parti républicain. Il y a eu l'éclatement dans ce parti politique. Donc vraiment, pour moi, c'est ça qui est plus intéressant que le profil des uns et des autres qu'on connaît. Donc, je connais des gens au titre des nouveautés, donc la première, c'est que Trump visiblement n'est pas le candidat de l'appareil républicain. C'est comme il faut le faire. L'élection américaine se faisait traditionnellement sur un certain nombre de choses. L'argent, les appareils politiques, etc. Obama a été probablement élu grâce à sa meilleure maîtrise des réseaux sociaux, de l'Internet. Il y a des études qui ont été faites sur sa capacité, son avance, c'est-à-dire avec McCain, il était très en avance, il a su mieux exploiter ça, et ça lui a donné cette petite marge qui fait la différence. La deuxième chose, c'est que Trump a émergé aussi dans la télé-réalité. Et ça risque, s'il est président, on va avoir un produit d'une alliance entre argent et télé-réalité, ce qui est quand même nouveau. Il ne peut pas être président, je peux dire pourquoi ? Je peux dire un point de vue. Il ne peut pas être président parce que quelqu'un comme Clinton travaille depuis fort longtemps. Les États-Unis est une démocratie, n'importe qui peut devenir président dans une démocratie. Clinton, tu peux parler de démocratie, mais après quand tu regardes dans les détails, je te jure qu'il y a des choses à dire là-dessus. Il n'y a pas de démocratie parfaite, c'est clair. Clinton a un réseau très puissant.
à travers la fondation, à travers son mari qui est à la tête d'une fondation qui s'appelle la Fondation Clinton, qui est à la tête d'une autre grande ONG qui s'appelle Global Initiative. Ils ont fait un travail extraordinaire. Lui quand il était président, aujourd'hui lui à la tête de la fondation et elle quand elle était secrétaire d'État. Donc ils ont construit une espèce de grand réseau qui fait qu'aujourd'hui elle a le soutien. Parce que qu'est-ce qu'on va voter ? On va voter pour qui demain aux États-Unis ? On va voter pour celui qui va maintenir l'homogénéité l'hégémonie des Américains. On va voter pour celui qui va continuer à faire la guerre parce qu'on a besoin de ces profils militaires. Et Clinton, c'est la personne. On sait déjà qu'en cas d'élection de Hillary Clinton, sa première décision, c'est pas de stagiaire à la Maison Blanche. C'est donc la fin de ce CPP. Finalement, c'est quoi la consigne de vote du CPP ? La consigne du vote, c'est comme le New York Times, les démocrates, c'est clair. Le gouvernement algérien soutiendrait Clinton. Je vous annonce quelque chose. Pas officiellement, mais le gouvernement algérien a besoin de Clinton. Soutenir celui qui sera élu. C'est mieux. Elle est déjà passée par là. Verdict mercredi, 4h du matin, heure algérienne. Merci à vous d'avoir répondu présent. Merci à tous ceux qui nous écoutent, à nos fidèles auditeurs qui se demandent où est-ce qu'on est passé et qui demandent toujours de nos nouvelles et qui sont fidèles au CPP. Ils se reconnaîtront. Excellente soirée à tous. À mercredi, 18h en direct sur Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.